De larges sabots, une peau presque glabre et graisseuse, un corps puissant de nageur et une résistance aux maladies. Le buffle d'eau asiatique est le roi des terres humides. Depuis sa domestication il y a environ 5000 ans en Asie du Sud-Est et dans le sous-continent indien, le buffle nous a accompagnés à travers le monde et a changé nos vies sur tous les continents. Par sa grande capacité d'adaptation, il a réussi à s'imposer dans de nombreux territoires humides et parfois même au-delà de nos espérances. Il y a 18 millions d'années, vivait dans les forêts d'Eurasie un petit mammifère discret et solitaire. De l'Europe à l'actuel Pakistan, il aimait paître dans les clairières humides et les marais à l'orée des bois. L'animal ressemblait aux plus petites antilopes d'aujourd'hui. Cette mini-bête à cornes s'appelle Eutragus. Elle est l'ancêtre commun d'une famille aujourd'hui célèbre, les bovidés. Les populations de cette mystérieuse créature évoluèrent au fil du temps pour s'adapter aux différents milieux naturels du monde. Elles donnèrent naissance, il y a 5 à 10 millions d'années, à une vingtaine d'espèces. L'homme en choisit certaines pour les domestiquer et lie alors son destin à cette incroyable famille animale. C'est ainsi que zébu, yak, buffle d'eau et bœuf virent le jour. En Thaïlande intérieure, aux confins de la province de Chonburi, ces marécages auraient été quasiment inexploitables sans l'aide du buffle d'eau. Animal puissant, capable de travailler les pieds dans l'eau, dans la vase ou la boue. Le bovidé, qui a été en partie domestiqué ici, est toujours au cœur du quotidien de certaines familles thaï et demeure ce partenaire estimé et respecté. L'homme et le buffle ont appris à travailler ensemble, comme ici dans les champs de canne à sucre. Alors que la mécanisation de l'agriculture devient aujourd'hui la norme, Annan est de ceux qui défendent l'utilisation du buffle. Pour les travaux des champs, je n'ai pas besoin d'essence. J'emmène mes buffles et je laboure directement. Et puis la bouse de buffle, rassemblée en un tas de fumier, sert d'engrais. Dans le temps, si l'on voulait exploiter la terre, il fallait couper les arbres pour faire une clairière. Les terres cultivables se limitaient à la surface qui avait pu être dégagée. Les buffles ont aidé à cette tâche, et les hommes les ont gardés auprès d'eux jusqu'à aujourd'hui. Mes parents élevaient des buffles pour le travail agricole. Pour la culture du riz, de la canne à sucre et des patates douces. Quand est venu le tour de ma génération, j'ai choisi de continuer l'élevage. Aujourd'hui encore, c'est ma passion. J'ai transmis cette passion à mes enfants et mes petits-enfants. J'ai choisi de continuer l'élevage des buffles pour les faire se reproduire, avoir des petits. La plupart des familles ont arrêté l'élevage. Il n'y a que des gens comme moi qui sont liés au buffle depuis l'enfance, qui ne se résignent pas à abandonner. Ma relation à Cha Luang est spéciale. Cet animal fait vraiment partie de ma famille. Il est avec nous depuis si longtemps
On se comprend suffisamment. Il m'écoute. Parce que nous avons ces liens anciens, il m'obéit fidèlement. Pour qu'il se sente bien avant qu'il ne se repose, je lui fais toujours sa toilette. Ses oreilles doivent être propres. Je pense que la ferme est importante pour les enfants et je leur enseigne comment continuer mon activité. S'il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, je leur montre comment bien le faire. Ainsi, ils apprennent. Hanan le sait. La transmission à ses enfants est indispensable pour que les liens entre l'homme et l'animal, tissés au fil du temps, ne se rompent pas. C'est mon héritage. Je leur dis de continuer à en prendre soin. Parce que c'est un lien. Et si on ne l'entretient pas, il disparaîtra. Il nous faut en prendre soin tant qu'on le peut. L'amour inconditionnel que porte Hanan au buffle fait de nos jours figure d'exception. Si l'animal a été un partenaire essentiel pour les habitants de ces régions, il connaît depuis un demi-siècle un sérieux déclin. Le cheptel thaïlandais serait passé de 6 millions de têtes en 1980 à seulement 1 million aujourd'hui. Entre exode rural et concurrence des petits tracteurs bon marché, le buffle domestique courbe l'échine. Pendant des années, les villages se sont dépeuplés car la majorité des jeunes est partie vivre en ville. Parmi ceux qui sont restés et pratiquent encore l'agriculture, beaucoup pensent qu'il faut acheter un tracteur. Pourtant, avec le buffle, la solution est à portée de main et d'apprentissage. L'école de traction Kassan Kasivit ne se résout pas à abandonner le buffle au profit des engins mécaniques. Ici, les jeunes fermiers et fermières réapprennent à conduire l'animal, à travailler de concert avec lui. Chaque mercredi, les pères hommes buffles ou femmes buffles, chacune encadrée par un professeur, s'entraînent et perfectionnent leur entente. Luxika est une élève assidue. La bufflonne que j'emmène au centre de formation aujourd'hui s'appelle Nuan. Je l'ai eue il y a 8 mois. Elle a un caractère sauvage. Elle n'aime pas encore trop la présence d'êtres humains. Aujourd'hui, c'est la 3e fois qu'on lui met l'attelage. Elle commence à devenir plus obéissante. Elle est plus facile à diriger et elle écoute bien son formateur. C'est mon premier labour. Ce n'est pas si dur. C'est un vrai apprentissage, un enseignement. C'est amusant et stimulant. Je m'en occupe comme d'une amie. Je l'élève. Alors oui, je l'aime bien. Je lui parle avec des mots. Je la caresse avec la main, son visage, son cou. Et je lui dis, sois attentive, ne sois pas obstinée, écoute. Cette formation, les élèves la doivent à l'initiative lancée en 1979 par le souverain thaïlandais Rama IX. Pour éviter la disparition du buffle domestique, il crée la Buffalo Bank et son programme « Un foyer, un buffle ». Grâce à cette structure, les agriculteurs peuvent obtenir le prêt d'un buffle pendant 5 ans avec interdiction de le vendre. L'objectif est de favoriser ainsi l'apprentissage du travail agricole et de permettre à l'agriculteur de développer son propre cheptel. Au bout de ces 5 ans, l'agriculteur doit remettre un bufflon à l'organisation et devient propriétaire du buffle. On est ensemble avec le buffle depuis l'enfance. Mes parents élevaient un buffle, ma sœur aînée avait un buffle. Quand mon tour est venu, du fait que j'aime les animaux, et à l'arrivée de la Buffalo Bank, le comité pour l'élevage m'a contacté. Au centre, ils ont vu que j'aimais les animaux et que je savais même les vacciner. Alors j'ai eu une bourse d'études. Je suis heureuse. J'aime les animaux depuis toujours et là, je peux travailler avec eux au quotidien.
Un buffle efficace et bien conduit est capable de travailler 2400 mètres carrés de rizière par jour. Les bienfaits de l'école, conseils d'éleveurs cultivateurs aguerris et entraînement quotidien se font déjà ressentir. Alors que l'animal domestique est en régression dans son berceau d'origine, plus au nord du pays, à quelques centaines de kilomètres, une population relique de buffles sauvages subsiste dans les profondeurs de la jungle. Véritable trésor, quelques dizaines d'individus vivent toujours en ces lieux, bien cachés au cœur des 2500 km² du Grand Parc national. Pour étudier ces buffles uniques au monde, encore faut-il réussir à les repérer et à s'en approcher. Nora Z est un scientifique passionné par l'animal. Il inventorie, étudie l'évolution de cette micropopulation sauvage et cherche à identifier les menaces qui pèsent sur elle. C'est un milieu difficile d'accès. Le chemin est quasiment impraticable. Marcher jusqu'à eux est un défi pour moi. La raison pour laquelle il ne reste que trop peu de buffles sauvages dans notre pays, c'est tout d'abord à cause de la chasse. Ensuite, ce sont les épidémies. Une autre cause de la diminution du nombre de buffles sauvages, ce que j'étudie en ce moment, c'est le Mimosa pigra, une espèce végétale invasive qui élimine et remplace les végétaux consommés par les buffles. Pour localiser les buffles, le scientifique prospecte la rivière et ses berges, leur milieu de prédilection pendant les chaudes heures de la journée. C'est un accomplissement de trouver un troupeau de buffles sauvages. De pouvoir prendre une photo, de voir qu'il y a des petits, de voir les différentes générations de buffles se côtoyer dans le même troupeau. C'est une vraie satisfaction de pouvoir se dire « il en reste encore ». Je peux avoir des informations et ainsi les transmettre. On peut voir qu'à la saison sèche, leur territoire va se concentrer aux abords de la rivière. Le buffle craint la chaleur. Il doit tout le temps aller se baigner. Il se baigne pour entretenir sa température corporelle et ainsi conserver la fraîcheur et l'humidité le plus longtemps possible. Morphologiquement, le buffle sauvage est plus grand que le buffle domestique. L'arche des cornes est plus large. Concernant le comportement, le buffle sauvage est resté sauvage. Il se caractérise par son habitat forestier. Il est plus craintif et prudent. Ce sont ces colosses que les hommes entreprirent d'apprivoiser. Les derniers buffles sauvages subsistant en Asie du Sud-Est comptent parmi les plus gros bovidés sauvages du monde. Ils peuvent peser jusqu'à 1200 kilos. Avec la domestication, les hommes ont réduit la taille de l'animal au fil des générations pour obtenir un buffle d'environ 500 kilos, moins dangereux, plus maniable et facile à nourrir. Les buffles sauvages ne sont plus que 2500 dans le monde, alors que le buffle domestique compte à présent plus de 200 millions d'individus sur la planète. S'il est difficile de déterminer précisément où et quand cette domestication a eu lieu,
un site méconnu du centre de la Thaïlande, à une cinquantaine de kilomètres de là, offre de précieux indices. Après 2 heures de marche en forêt, à 600 mètres d'altitude, la grotte de Khao Plara dévoile enfin ses secrets. Nora Z s'y rend pour la première fois. Il découvre une quarantaine de peintures rupestres réalisées à partir de pigments naturels rouge sang. Elles dateraient d'il y a 3000 à 5000 ans. Des silhouettes de buffles y sont représentées auprès de celles d'humains. Les fresques semblent révéler comment l'homme s'est risqué à capturer, puis apprivoiser, une espèce sauvage aussi puissante et dangereuse que le buffle. Nora Z admire les parois ornées de représentations d'humains et de buffles côte à côte. Ils sont parfois unis par des liens matériels, tels que des cordes, qui symbolisent sans doute des captures, préalable indispensable à la domestication. D'autres décrivent peut-être des travaux agricoles. Immortalisée sur ces parois, cette relation nouvelle qui se dessine entre l'homme et le buffle sauvage pour devenir dociles compagnons va rapidement se diffuser dans de nouveaux territoires, permettre de nouvelles conquêtes et bouleverser les pratiques agricoles des hommes. Ce sont en fait 2 sous-espèces de buffles d'eau sauvage qui sont domestiquées en Asie vers 5000 avant Jésus-Christ. Elles donneront le buffle de rivière à l'ouest et le buffle de marais à l'est. Le buffle de marais se répand de la Chine subtropicale à l'Inde orientale en passant par les îles de l'océan Indien, permettant de développer l'agriculture en zone humide et notamment la culture du riz. Quant à son cousin, le buffle de rivière, les peuplades du Proche-Orient l'emmenèrent à l'aube du 1er millénaire jusqu'en Mésopotamie. Et dès le VIe siècle sur le delta du Nil, où il devint le compagnon des Égyptiens, déjà amateur de produits laitiers bien avant son arrivée, comme en atteste la découverte dans une tombe d'un fromage de près de 3300 ans. En Égypte, l'élevage bovin est une tradition qui remonte à la préhistoire. Dès son arrivée en Afrique il y a 1500 ans, le buffle de rivière est adopté par les habitants de la vallée du Nil. Les rives du grand fleuve et les zones humides qui le bordent, limoneuses et détrempées, se révèlent parfaitement adaptées aux exigences naturelles du bovidé. Dans certaines oasis du sud, le buffle travaille toujours ses terrains inondés. Mais dans le nord du pays, son élevage s'est peu à peu calqué sur celui d'espèces de terrains secs, comme les bovins et les caprins, pour produire du lait et de la viande. Je suis Issam Mohi Abou Shanab, marchand de bétail de Chama, dans la province de Minoufia. J'élève ces buffles, c'est mon métier, et on le pratique de père en fils. Je n'ai pas d'autre travail, c'est là ma vie quotidienne. La race que je possède est d'origine italienne. Ses ancêtres sont italiens, mais nous les avons croisés à la race égyptienne. Ce croisement offre une meilleure qualité de lait. Pour nous, c'est le meilleur lait que nous puissions produire. La bufflonne est une bonne mère. Et pour la viande, là aussi, c'est la meilleure qualité de viande. Près de 4 200 000 buffles de rivière vivent aujourd'hui en Égypte, où ils portent le nom local de gamous. Ils sont souvent nourris avec du fourrage cultivé par les éleveurs eux-mêmes. Le bersime, ou trèfle d'Alexandrie, une légumineuse riche en protéines, est le principal végétal distribué aux animaux. Il est excellent pour la production de lait de bufflonne.
Je privilégie le buffle parce qu'il est très productif et que son lait est plus cher que le lait de vache. Contrairement au buffle d'Asie du Sud-Est, le buffle de rivière de Méditerranée a le corps recouvert d'un poil rêche, résultat d'une possible adaptation à un milieu plus froid et plus sec. Bien que le buffle soit aujourd'hui un animal de rendement, l'estime de son propriétaire à son égard reste palpable. Nettoyé et bouchonné chaque matin pour lustrer son poil et activer sa circulation sanguine, l'animal fait l'objet d'un soin bienveillant. C'est comme lorsque vous vous réveillez le matin. Vous lavez votre visage et vous faites votre lit. Eh bien, cet animal, je dois à Dieu de prendre soin de lui et de le nettoyer. Comme il te donne, tu dois lui rendre. Tu dois le doucher, lui enlever la boue et lui frotter le corps pour qu'il absorbe mieux la chaleur du soleil, pour qu'il se sente bien et t'apporte une bonne journée. Le lait est l'or blanc du delta du Nil. Il a les faveurs de la table égyptienne depuis plus de 3000 ans, bien avant l'arrivée du buffle. Mais en fin connaisseurs, les Égyptiens ont très vite décelé les qualités exceptionnelles et les bienfaits du lait de bufflone, plus riche en lipides, en minéraux et en oligo-éléments que celui de vache, de chèvre ou même de brebis. Pour le lait, nous croyons que tout est un don. Nous avons un vieux proverbe qui dit « Plus tu donnes, plus en échange tu reçois du lait ». Différents fromages à base de lait de bufflone sont confectionnés en Égypte, dont le célèbre domiati. Si certains éleveurs vendent le lait de leur bufflone à des laiteries industrielles, d'autres, comme Essam et sa famille, font eux-mêmes leur fromage. Après avoir laissé reposer le précieux fruit de la traite une nuit entière, l'élaboration du domiati est réalisée dès le lendemain. Ce fromage frais est obtenu suite à un premier salage du lait, suivi d'un brassage, d'un pressage et enfin d'un dernier salage après égouttage pour faciliter la conservation du produit qui fait l'honneur de la maison. Tous les samedis matins dans la ville de Minouf se tient le marché aux bestiaux, digne représentant des grands marchés d'Orient, vibrant d'une ambiance millénaire unique en son genre. Essam s'y rend chaque semaine. Pour rien au monde, il ne manquerait ce rendez-vous des passionnés du buffle, où les éleveurs de tout le delta du Nil se retrouvent autour de leurs animaux. Tout un peuple d'intéressés s'affaire, tâtant les dos et les croupes, inspectant les bouches, jaugeant les animaux convoités, avant d'entamer d'âpres négociations. En Égypte, le cheptel de buffle produit chaque année 2 600 000 litres de lait et plus de 100 000 tonnes de viande. Parfois, comme aujourd'hui, Essam vient vendre un animal. L'affaire est conclue par plusieurs tapes dans la main et un peu de lait projeté sur l'animal en signe de bénédiction. Devenu animal à tout faire, le buffle de rivière s'est implanté du delta de l'Indus à la Méditerranée. On le trouve donc aujourd'hui en Égypte, mais aussi en Iran, en Irak, en Turquie, dans les Balkans et bien sûr en Italie pour la production de la célèbre mozzarella di bufala. Avec le buffle de marais, c'est une autre relation que l'homme a établie. Il l'a embarqué vers les îles de l'océan Indien. Aujourd'hui, s'il participe toujours aux travaux des champs,
C'est un lien spirituel et culturel qui s'est peu à peu développé. Dès son arrivée à Bali, le buffle a été adopté par les Baliaga, les premiers habitants de l'île, qui lui vouent encore un culte profond. Comme partout où il s'installe, le buffle aide les hommes grâce à son large sabot, son corps amphibie et sa maniabilité. Ici, c'est dans les rizières qu'il excelle, où il permet la culture de la précieuse et nourricière céréale. Mais ici aussi, il est peu à peu remplacé par la motorisation. Pourtant, à Bali, le buffle fait encore l'objet d'une vénération bien supérieure à tous les autres animaux. La population s'est en partie approprié le culte ancien du bovidé et le célèbre toujours dans certains temples et cérémonies religieuses. Même lorsqu'il passe de vie à trépas, l'animal ne cesse d'intéresser les Indonésiens. Certaines parties du corps du buffle sont transformées en véritables œuvres d'art. Crânes et ossements sont ainsi sculptés pour rendre à l'animal un hommage spirituel et artistique. Imad perpétue cette tradition présente dans sa famille depuis 3 générations. Ce que je ressens lorsque je sculpte un crâne de buffle, c'est à la fois de la joie et de la tristesse. Parce que ce buffle a travaillé avec les agriculteurs. Il a labouré les rizières. Il a été dans des étables pour les besoins des fermiers. Une fois mort, j'essaie de le sculpter pour en faire une œuvre d'art. Pour que cela nous serve à tous et pour pouvoir le vendre aux touristes qui viennent voir mes œuvres. Quand je travaille ces sculptures, je reste concentré sur mon travail, pour qu'il n'y ait pas de défaut, pour que le travail soit parfait, sans accroc et beau. Je suis inspiré par mes pensées. J'essaie de créer les plus beaux motifs balinais qu'on appelle outils sur les crânes de buffle. Je prends aussi comme modèle les oiseaux, les insectes ou encore les nagas, qui sont des sortes de serpents-dragons légendaires. Je ressens de la fierté quand je travaille. Et quand je vois que la tête du buffle est grande, imposante, pendant que je sculpte, je demande constamment à mes ancêtres que mon travail soit beau et plaise aux acheteurs. Figure symbolique et mystique, le buffle est toujours employé dans les travaux des champs. Comme dans bien des endroits au monde, l'attraction animale dans l'agriculture donne aux hommes des idées de compétition. Sous ses airs lents et débonnaires, l'animal se révèle être un formidable sprinter. Bien encouragée, cette boule de muscles peut atteindre des vitesses phénoménales. Les hommes d'ici partagent avec leurs compagnons de labeur un sport unique au monde, le makepung. Prenant leurs racines dans les gestes ancestraux liés aux différentes étapes de la culture du riz, ces courses de buffles célèbrent à leur façon ce lien unissant les hommes et leurs animaux. Une jeune femme, Resti, commence à être acceptée dans ces compétitions.
Ma passion pour le makepung et pour les buffles a commencé depuis toute petite. Mon père m'emmenait toujours. Il m'emmenait au makepung, aux entraînements, laver les buffles, leur chercher de la nourriture. Au début, mon père ne m'a pas autorisée à courir. Je suis devenue jockey en cachette. Même si le buffle est gros, je n'ai pas peur parce que je sais le contrôler face à mes adversaires. Et même si ce sont des jockeys hommes, je peux leur faire face, même si je suis une femme. Il existe 2 courses de char à buffle, une sur terrain humide et l'autre sur terrain sec. Resti est autorisé à pratiquer la moins dangereuse, le makepung lampit, qui se court sur terrain humide. Elle célèbre la fertilisation de la rizière et se pratique dans les rizières détrempées, debout sur une planche de bois, symbolisant la charrue. La course qui attire le plus de monde et fait vibrer les foules, c'est le makepung sikar, celle qui se déroule sur terrain sec. Le makepung sikar prend ses racines dans la récolte du riz. À l'époque, au retour de la récolte, ils ramenaient le riz dans leur chariot tiré par les buffles. Ils se poursuivaient pour pouvoir vite rentrer à la maison pour que les buffles puissent manger. Demain sera le jour d'un grand événement, la Coupe du Gouverneur, la plus renommée des courses de makepung sikar, qui reste réservée aux hommes, au grand désarroi de Resti. C'est son oncle, jockey lui aussi, qui représentera la famille. Comme dans de nombreuses familles rurales, c'est toute la famille de Resti qui est impliquée dans l'élevage des buffles. Ces animaux de travail, devenus bêtes de course, sont pour ceux qui en possèdent une véritable fierté. Un bien précieux qui vaut tous les sacrifices et surtout toutes les attentions. À quelques heures de la course, Resti va s'occuper personnellement de l'attelage de son oncle. Mais elle n'oublie pas les autres animaux, dont les 2 bantingues de la maison. Ces petits bovidés typiques de Bali, à la robe feu et aux airs de biche, sont également utilisés pour travailler les rizières. Plus fluets que leurs imposants cousins, ces animaux sont plus à l'aise sur les parcelles en terrasse, plus étroites et escarpées. Pour avoir des buffles de choix lors de ces événements, nous nous en occupons depuis qu'ils sont petits. Nous choisissons des buffles hauts sur pattes, assez symétriques, une poitrine droite, avec de belles cornes. Et quand ils seront adultes, leur prix peut atteindre des centaines de millions de roupies indonésiennes, soit jusqu'à 12 000 €. Avant la course, je leur donne des préparations traditionnelles. D'abord du sucre de palme que je fais bouillir jusqu'à ce qu'il soit fondu. Puis je le fais refroidir et j'ajoute des œufs. Ensuite, je verse ce mélange dans une bouteille. Je le donne à boire au buffle pour qu'il ait un souffle plus long, une course plus rapide et qu'il soit plus fort.
Pour mettre la bouteille dans la gueule du buffle, comme je suis petite et que le buffle est grand, c'est un peu difficile. C'est pour ça que je demande de l'aide à mon père. À Bali, les maisons de famille hindouistes possèdent toutes un petit temple extérieur dédié à la prière. Des offrandes quotidiennes, les kanang sari, y sont déposées sous forme de petits paniers remplis de pétales de fleurs et parfois de grains de riz, surmontés d'un bâton d'encens, afin de témoigner de la reconnaissance aux dieux et aux démons. Les courses de buffle ont une grande importance pour Resti et les siens. Elles sont un temps fort de la vie rurale et familiale, qui resserre les liens et représente le clan aux yeux de la société. Elles sont aussi l'occasion de recueillement pour invoquer l'aide des divinités. C'est le jour de la course. Buffle et hommes sont dans les starting blocks. Autrefois, les fermiers de retour des champs, chargés de leurs précieuses récoltes, tentaient d'arriver les premiers au village, en tâchant de dépasser les charrettes de leurs concurrents. Ces conducteurs d'attelage inventèrent sans le savoir ces courses de buffle, qui rencontrent aujourd'hui un succès populaire grandissant. On célèbre ainsi entre voisins, entre amis ou en famille ce lien unissant les hommes à leur buffle. Si dans le sud de l'Inde ou en Thaïlande, les courses sont celles de jockeys juchés sur la croupe d'un unique animal, le makepung balinais est la seule discipline d'Asie à mettre en scène des chars à buffle. Les pilotes en transe durant la course haranguent leurs animaux. Certains vont jusqu'à les cravacher à l'aide de bâtons cloutés, attitude violente, heureusement de plus en plus décriée par le public. Ce jour-là, l'oncle de Resti n'a pas remporté sa course. Il est accueilli avec soulagement par sa nièce, un peu inquiète pour lui et leurs animaux. Après la course, le rituel du bain de mer est un soin naturel aux vertus curatives qui détend les muscles et panse les plaies. C'est aussi un moment de partage unique entre Resti et ses deux champions, la belle et ses bêtes, qui semblent aussi apprécier la douceur. Sur ces îles aux confins des mers du monde, l'homme a depuis des millénaires su poursuivre ses aventures, invitant ses compagnons animaux à y prendre part. Durant ces conquêtes de territoire, hommes, femmes et buffles ont pris soin l'un de l'autre et établi une relation où chacun semble avoir trouvé sa place. Après avoir atteint l'Afrique du Sud et l'Australie, le buffle achève sa conquête des terres humides par accident. Au XIXe siècle, le naufrage d'un navire transatlantique avec à son bord quelques-unes de ses bêtes à cornes a offert au buffle un nouveau territoire, l'Amazonie. Au début une trentaine, ils sont aujourd'hui un demi-million grâce à leur capacité d'adaptation. Devenu le plus gros animal terrestre du sous-continent, il a envahi les territoires humides pour devenir la poule aux œufs d'or d'un peuple qui vivait jusqu'alors principalement de la pêche.
C'est sur ces plages de l'île alluviale de Marajo, bordée par l'océan Atlantique au nord du Brésil, que les buffles miraculés du naufrage ont fait leurs premiers pas. Le navire qui les transportait de l'Indochine à la Guyane française ayant coulé au large, les buffles survivants ont nagé jusqu'à la côte. Livrés à eux-mêmes dans les mangroves et marécages de Tucumã, ils ont réussi à survivre et se sont rapidement reproduits. Puis, les hommes les ont capturés et réapprivoisés. Les races présentes aujourd'hui sur l'île ont été sélectionnées pour les besoins locaux, comme la traction et la production de fromage, de cuir et de viande. Dans la ville de Souré, comme sur l'ensemble de l'île, le buffle fait désormais partie du paysage. Il est élevé dans chaque maison et il n'est pas rare que l'animal se repose dans la rue. Il aide aux tâches domestiques et accompagne le travail de chacun. Pour les enfants et les adolescents, c'est presque un animal de compagnie qu'ils chevauchent pour leur plus grande joie. Même la police est ici montée à dos de buffle. Rendant 1000 services aux hommes, le buffle est devenu à Marajo un véritable emblème et un atout économique dont les habitants pourraient difficilement se passer. Aujourd'hui encore, des éleveurs de buffles cherchent à imaginer de nouveaux usages pour l'animal. Certains mettent en avant ses capacités uniques, lors de balades entre terre et eau, pour faire prendre conscience aux visiteurs de la beauté et de la fragilité de l'île. Geronimo est l'un d'eux. Le vieil homme et les buffles. Le peuple d'ici, de ma génération, traite le buffle comme faisant partie intégrante de son écosystème. C'est la vérité. Si on enlève le buffle, c'est comme si vous preniez un triangle, un polygone de 3 côtés. Si vous enlevez un des côtés, ce n'est plus un triangle. C'est la même chose avec Marajo, sans le buffle et le tourisme. En vérité, l'île de Marajo montre aux touristes le petit bout de son nez, le nez d'une tête énorme. Le touriste ne connaît rien de Marajo. Le touriste arrivant ici veut voir notre culture, qui est très belle, notre artisanat, mais honnêtement, surtout les buffles. Les buffles s'avèrent être un excellent moyen de découvrir la région. C'est la magie de ces randonnées à dos de buffle qui mise sur son aisance en terrain humide. Le bovidé est sans conteste la meilleure monture pour arpenter cette nature brute et observer en totale immersion les espèces qui y vivent. Il y a des gens du monde entier qui arrivent ici, qui ont déjà monté des chameaux, des zèbres, des hippopotames. Et quand ils viennent, il est normal que l'on puisse leur offrir la possibilité de monter sur les buffles. Pour Geronimo, le rythme du buffle n'est pas celui du cheval. Il ne faut ni le brusquer, ni trop lui en demander, mais il passe partout.
Ici, à São Jerônimo, nous pouvons même vous emmener avec le buffle nager dans la baie de Marajo. Cette balade est très prisée, les gens aiment beaucoup. Et ils peuvent dire, je me suis baladé sur des dromadaires en Afrique, maintenant je nage avec un buffle ici à Marajo. Les buffles d'eau sont devenus pour les habitants de Marajo de véritables complices, des compagnons de chaque instant de cette vie au grand air. Mais c'est aussi pour leur viande, leur lait ou leur cuir qu'ils sont parfois élevés. Alors que les habitants les plus modestes élèvent quelques buffles pour leurs multiples aptitudes, les propriétaires de grandes exploitations en possèdent d'importants cheptels, qui comptent parfois des centaines de têtes. Ils n'ont pas grand-chose à envier aux grands troupeaux américains de vaches et de bœufs, conduits par les fameux cow-boys. Eva est vétérinaire. Elle s'est retrouvée à soigner presque exclusivement des buffles, tant les autres animaux d'élevage sont devenus secondaires à Marajo. Tombée amoureuse du bovidé, elle en est elle-même devenue éleveuse. Le buffle ici est toute notre vie. C'est certainement toute ma vie. Je ne pourrais pas vivre sans tout ça. C'est ce que mon père a construit. Ma vie est ici, dans les champs, parmi les buffles, à pouvoir dresser un animal à être mon ami. Sans eux, je ne pourrais pas vivre. Partenaire incontournable dans toutes les activités des habitants de l'île, le buffle fournit l'essentiel de la production locale de lait et de viande de la région. La consommation de viande dans le Pará est importante et il y a une grande consommation de buffle. La majorité de la viande consommée, c'est du buffle, alors qu'avant, c'était de la viande de bœuf. Au début, la viande de buffle était rejetée et aujourd'hui, c'est une viande recherchée au Brésil. Dans notre partie de l'île de Marajo, il n'existe quasiment plus de vaches. Nous ne travaillons qu'avec le buffle. Mais si les buffles domestiques ont bien des qualités, ces grands troupeaux impactent l'environnement. Le piétinement répété des bovidés, toujours plus nombreux, fragilise et compacte le sol, inadapté à ce type d'animal. Il y a déjà eu des organisations qui ont voulu en finir avec le buffle ici à Marajo, disant qu'écologiquement il allait faire des dégâts, car c'est un animal lourd. Le sol de Marajo est un sol fragile, et il trouvait que le buffle creusait et détruisait le sol avec son poids. Et parce qu'on ne peut voir la vie aujourd'hui sur l'île sans le buffle, quand ils ont voulu en finir avec lui, le peuple s'est rebellé. La population s'est opposée à cette idée. Il arrive aussi que des buffles s'échappent de leurs troupeaux et regagnent la forêt et la mangrove. Ce retour à l'état sauvage en l'absence de prédateurs n'est pas sans conséquences. Comme dans le nord de l'Australie ou à Cuba, les buffles réensauvagés deviennent invasifs et dégradent le milieu naturel en foulant les berges des cours d'eau et en broutant la végétation. Leur masse et leur appétit gargantuesque privent ainsi de nombreuses espèces sauvages de ressources vitales. Pour faire face à ce dangereux déséquilibre, contrôler le nombre des buffles s'avère aujourd'hui nécessaire sur l'île de Marajo.
Le buffle a permis la conquête des terres humides et nous a prodigué de nombreux produits et bienfaits. Il a accompagné notre espèce jusque dans ses pratiques culturelles et même spirituelles. Mais le duo homme-buffle doit à présent faire face à un nouveau défi. L'homme doit apprendre à se méfier des capacités d'adaptation exceptionnelles de l'animal, tout comme des sirènes du rendement et de la productivité. Ainsi pourra-t-on continuer à valoriser les qualités uniques du buffle, acquises au fil de notre histoire commune.